Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui au cinéma Le Majestic de Neuville-de-Poitou, Isabelle Saporta. Isabelle Saporta qui est docteure en sciences politiques, journaliste, écrivaine, réalisatrice de films documentaires pour France Télévisions notamment. Alors Isabelle a notamment écrit dans le magazine Marianne, elle a fait de la radio pour France Inter, Radio Monte Carlo au moment de la matinale. Donc Isabelle Saporta, vous écrivez également et vous avez écrit un livre qui connaît un immense succès, puisque je sais qu'à Poitiers, ils sont arrivés très rapidement en rupture de stock. C'est le livre noir de l'agriculture. Ouais. Je l'ai lu, je vous sens très bien informé. Je sais que vous avez travaillé sur ce livre pour le réaliser, vous avez travaillé 2 ans. Expliquez-nous un petit peu comment s'est passé le déroulé de cette aventure. Bah, en fait, ça a commencé avant. Ça a commencé grâce à Jean-Pierre Coff, le Jean-Pierre Coff d'avant, Leader Price, j'avoue. Oui. Et effectivement, j'ai commencé à travailler pour lui pour ses émissions de radio à France Inter. Et Jean-Pierre m'a fait sillonner toute la France. Il m'a dit, il faut que tu rencontres les paysans, il faut que tu rencontres les agriculteurs, il faut que tu vois comment ça se fait. Donc j'étais vachement sensibilisée à toutes ces questions-là. Et c'est vrai qu'après, j'ai continué finalement à labourer ces questions pour le documentaire dont je suis le co-auteur, Manger peut-il nuire à la santé. Et en fait, dans ce documentaire, on s'est beaucoup attelé à circonscrire la question de la santé publique. Effectivement. Sauf que moi, je me suis rendu compte que la question était beaucoup plus vaste, que cette agriculture productiviste dans laquelle on avait finalement cantonné les agriculteurs, dans laquelle on les avait poussés, c'était une agriculture qui non seulement était mauvaise pour notre santé à nos consommateurs, mais surtout pour celle des agriculteurs, et en plus pour laquelle ils gagnaient même pas bien leur vie. Alors il y a un moment, vous vous dites, quand on additionne la facture, si vous voulez, environnementale, la facture de santé publique et la facture des primes et des subventions qu'on donne aux agriculteurs, ça devient une agriculture qui est très onéreuse et pour un résultat finalement assez médiocre. Oui. Alors, le constat est sévère. Vous ne vous en prenez pas aux agriculteurs, mais au système. Qu'est-ce qui ne va pas dans le système ? Mais le système, il est absurde. C'est-à-dire qu'effectivement, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, si vous voulez, ça avait un sens de vouloir produire plus puisqu'on était en pénurie alimentaire. Sauf qu'aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, on surproduit. Nous, dans les pays riches, que ce soit la France, que ce soit les États-Unis, que ce soit tous les pays occidentaux en général, on surproduit non pas pour nourrir les gens, puisqu'il reste toujours plus de 900 millions de personnes qui meurent de faim à travers le monde, mais pour nous, notre désir de jeter et de gaspiller. C'est-à-dire qu'il y a à peu près, aujourd'hui, d'après les enquêtes, entre 40 et 5% de la production alimentaire mondiale qui part directement dans la poubelle. Et à côté de ça, effectivement, on demande aux pays du bout du monde de renoncer à leur agriculture vivrière, donc finalement de crever de faim. Pourquoi ? Pour nourrir notre bétail à nous. Donc si vous voulez, il y a un moment où vous vous dites ce système il est complètement absurde. En plus, il ne tient pas sans les béquilles de subventions publiques, que ce soit chez nous, que ce soit aux États-Unis, que ce soit partout. Hein. C'est une agriculture qui est portée par les subventions publiques et pour autant, elle n'a aucun sens et certainement pas en tout cas celui de nourrir le monde. Aujourd'hui, il y a un rapporteur de l'ONU qui s'appelle Olivier de Schutter qui vient de prouver que si on réinvestissait dans l'agriculture agro-environnementale, en fait c'est le bio, hein, eh bien en 10 ans, on pourrait multiplier par 2 la production alimentaire mondiale. Donc si vous voulez, c'est vraiment à portée de main si on se donne les moyens de changer de logiciel. Qu'est-ce qui fait le succès de ce livre? Je sais qu'à Poitiers, ils sont arrivés rapidement en rupture de stock. Là, il va y avoir votre séance de dédicace. Donc, Gilbert, par exemple, a été obligé de passer une nouvelle commande. C'est un peu pareil dans les autres grandes villes de France. Pourquoi ce succès? Et est-ce que c'est une prise de conscience de la population? Moi, je pense qu'effectivement, il y a un vrai réveil de la part du consommateur. Il y a une vraie volonté de comprendre comment se compose son assiette, comment elle est fabriquée. Et je pense aussi que de la part des agriculteurs, il y a une vraie volonté aujourd'hui de changer. Il y en a de plus en plus. Moi, je reçois énormément de messages de soutien des agriculteurs, qu'ils soient bio, qu'ils soient en conversion, qu'ils soient en agriculture agro-environnementale. Si vous voulez, il y a une vraie prise de conscience aujourd'hui. Si vous voulez, on a une agriculture qui est hyper pollueuse. Imaginez que 96% des points de surveillance de nos eaux de surface sont aujourd'hui contaminés par les nitrates et les pesticides. Cette dépollution, à 90%, elle est payée par les consommateurs, par les gens, en payant leur facture d'eau. Il y a un moment, si vous voulez, ça n'a pas de sens. Et si vous voulez, le fait de démonter ces non-sens, de mettre au jour ce système absurde, eh bien, effectivement, les gens sont demandeurs de ces informations, parce qu'ils ont envie de savoir. Ils ont envie de savoir, ne serait-ce que où part leur argent public.
Et pourquoi cet aveuglement des pouvoirs publics? La France, qui est une puissance européenne, c'est la deuxième puissance européenne en termes de surface agricole utile, pourquoi la France reste en queue de peloton, avant-dernière je crois, de mémoire, en termes de production bio? Mais parce que ce n'est pas du tout là-dedans qu'on investit. Regardez la dernière loi de finances qui vient d'être votée, qui a été votée en décembre dernier. 196 millions d'euros ont été accordés pour les agrocarburants. Et dans le même temps, on a divisé par 2 les aides au bio. Si vous voulez, c'est parce qu'effectivement, massivement, on investit dans l'agriculture productiviste. Et qu'en France, on n'a absolument pas fait le choix du bio. Là, je voyais les derniers chiffres donnés par l'agence bio et on était là en train de se gargariser parce qu'on était passé cocorico de 2,45% de la surface agricole utile en bio à 2,8%, c'est-à-dire peanuts. Je vous rappelle que d'après le Grenelle de l'environnement, on était censé arriver à 6% en 2012 et à 20% en 2020. C'est-à-dire que l'année prochaine, on est censé arriver à 6%, on est à 2,8% aujourd'hui. Donc on est très 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 loin du compte. Et est-ce qu'on n'est pas dans l'effet d'annonce lorsque les objectifs du Grenelle de l'environnement fixent 20% de bio dans les assiettes en restauration collective sociale, c'est-à-dire dans les écoles, les collèges, les lycées, restaurants d'entreprise. 20% de bio, l'année prochaine, ça paraît irréaliste, sachant que, comme vous le dites si bien, on est très très en retard en termes de production. Est-ce que ça ne va pas faire travailler les agriculteurs étrangers aux dépens de nos agriculteurs? Ça va nécessiter une importation massive de produits alimentaires de l'étranger, avec un bilan carbone calamiteux. Qu'est-ce qu'il faut comprendre dans tout ça? Moi, je vous avoue que j'ai du mal à comprendre. Eh bien, effectivement, regardez, mettez en balance 2,8% de la surface agricole utile, 20% bio. Je veux dire, c'est un non-sens. C'est-à-dire qu'on a mis la charrue avant les bœufs. On a dit, il faut 20% de bio. Moi, je suis pour le bio dans les cantines. Je suis pour une agriculture vertueuse. C'est pas le problème. Mais effectivement, ce qui serait bien, c'est qu'on pense à une agriculture locale. C'est sûr que si c'est pour importer des pommes argentines qui, en termes de bilan carbone, sont nulles, et si c'est pour pas protéger nos agriculteurs, ça n'a aucun sens. Il y a un moment, effectivement, il faut quand même qu'on ait... Mais ça, si vous voulez, ça, c'est toute la politique publique française en matière d'agriculture. C'est-à-dire qu'on invente toujours des machines de Shadok. Moi, je dis, c'est vraiment des machines abracadabrantes et on n'a aucun bon sens. Oui, effectivement, il faudrait d'abord investir massivement dans l'agriculture bio pour produire plus et pas avoir à importer à peu près 50% de ce qu'on consomme en bio avant de commencer à se fixer, si vous voulez, des objectifs qu'on ne peut pas atteindre avec notre agriculture locale. C'est vrai que ça n'a aucun sens. Mais pour autant, on continue comme ça. Et puis par ailleurs, c'est pas à vous que je vais apprendre ça, étant donné que vous êtes un élu local. Mais enfin, c'est sûr que c'est pas non plus, si vous voulez, en accordant toujours les cantines scolaires à des grands groupes industriels à longueur de temps et en laissant tomber le fait que ce soit effectivement les collectivités locales qui détiennent la cantine, donc la nourriture de nos enfants ou de nos seniors, que ça va s'arranger parce que ces grands groupes industriels, eux, ce qu'ils veulent, c'est faire du profit. Et eux, s'ils nous proposent du bio, ce sera du bio à bas de gamme, du bio du bout du monde, et ça n'a juste, mais pour moi, mais aucun sens. Alors, nous avons évoqué en début d'après-midi le problème de la restauration scolaire en France, ce qui est une contrainte, c'est-à-dire les appels d'offres, le code des marchés publics. Alors, d'un côté, les pouvoirs publics disent, alors est-ce encore un effet d'annonce? Ces pouvoirs publics disent, mais il faut produire local pour consommer local. Or, les appels d'offres, par le Code des marchés publics, ne le permettent pas parce que lorsque l'on lance un appel d'offres, on ne doit pas faire référence à une région ou à une marque. À la limite, la marque, c'est pas important, mais la région. C'est-à-dire que si demain, moi, gestionnaire d'un établissement, je veux commander du beurre Poitou-Charentes, eh bien, je n'ai pas le droit de faire référence au Poitou-Charentes. Ah non, c'est de la concurrence déloyale. Voilà. C'est affreux, voilà. C'est ignoble. Alors, comment peut-on inciter les collectivités à aller vers les producteurs locaux lorsque vous avez des obstructions administratives? Ben là, vous mettez encore au jour effectivement un autre non-sens. C'est-à-dire on demande effectivement aux maires d'être de plus en plus, de regarder tout ce qui se fait de plus local, etc., à toutes les collectivités territoriales de faire ça, et en même temps on leur met des bâtons dans les roues. Donc c'est vrai que c'est hallucinant. Je sais que pour avoir beaucoup discuté avec des maires qui étaient dans le même cas de figure que vous, ils me disaient on est en contravention effectivement avec la loi. Bon, ben, je ne sais pas effectivement combien de temps on pense mettre des bâtons dans les roues des gens qui font bien, mais manifestement, on est parti pour le faire encore un bout de temps. On a fait le tour du canton de Neuville, on a rencontré notamment un vigneron. Il semblerait qu'il y ait quand même une volonté des agriculteurs locaux, moi je le constate, à vouloir aller vers une conversion bio. Est-ce que vous pensez
que c'est le bon bout et que nous y arriverons? Je pense que c'est le bon bout, mais je pense que c'est pas évident parce que, reprenons le cas de ce vigneron que vous m'avez fait connaître, on voit bien qu'effectivement c'est quelqu'un qui a réussi à monter quelque chose d'extraordinaire, qui a réussi à fournir du travail à des gens qui n'en avaient plus, qui a réussi à faire revivre un terroir, et cette personne-là n'a pas eu d'argent public peu ou prou. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on préfère financer les gens qui font de l'agriculture productiviste, qui est destructrice d'emplois, qui ne cesse de mettre toujours plus d'argent dans les pesticides, etc., que d'aider et de soutenir des jeunes comme cet homme-là qui essaye effectivement de mettre sur pied une agriculture vertueuse. Donc c'est vrai que c'est un bon exemple, mais c'est un bon exemple de finalement du non-sens de la politique publique actuelle. C'est-à-dire on n'aide pas ces gens-là, on n'aide pas les gens qui font bien. Je vais juste vous donner un chiffre. Sur les 12 milliards d'euros que nous a coûté en termes de subventions la politique agricole en France pour les agriculteurs, cette année on n'a mis que 487 millions d'euros dans les mesures agro-environnementales. C'est rien. C'est rien. Et bien voilà, c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne soutient pas les gens qui font bien, qui créent des emplois, qui protègent nos captages d'eau, parce que cette agriculture protège les captages d'eau. On subventionne les pollueurs. Voilà. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, voire choqué, au cours de ce périple qui a duré 2 ans? Mais ça, moi c'est ça qui me choque le plus. Si vous voulez, c'est comment, il faut vraiment qu'ils aient le moral chevillé au corps, les agriculteurs qui font bien. Parce qu'on ne leur paye pas plus cher leur production dans l'ensemble. Moi je vois bien par exemple, j'avais vu un producteur de lait qui mettait du lin pour que ses vaches aient un lait qui soit riche en oméga 3. Eh bien, il n'était pas payé plus pour faire ce lait-là. Il faut avoir le moral pour le faire. Les agriculteurs bio, bon, ils font bien, ils font bio, etc. Ils protègent les captages d'eau, etc., etc. Et bien pour autant, on leur divise les aides par 2. Donc moi, si vous voulez, ce qui m'a le plus chagriné, quelque part, c'est de voir qu'on a vraiment des gens qui ont la niaque, qui ont envie de se battre, et ces gens-là, on ne les aide pas. Très bien. On va abréger parce que je sais que nous devons projeter votre film documentaire. Il suivra un débat avec différents spécialistes, différents intervenants. Vous êtes attendu ensuite chez nos amis de France 3 pour un direct. Je vous remercie. Est-ce que, avant de conclure, Isabelle, vous avez un message à adresser aux habitants de la Vienne, au Poitevin? Qui sont bien partis, parce que j'ai vu, moi, tout ce que j'ai vu, tout ce que vous m'avez présenté, effectivement, comme jeunes agriculteurs qui avaient envie de se battre, ça donne envie. Et je pense qu'il y a plein de combats à mener et que c'est à portée de main, tout ça. Isabelle Saporta, merci. Merci à vous. Et je vous dis à très bientôt en terre poitevine. Avec plaisir. Quant à moi, je vous dis à bientôt également, à l'occasion du prochain numéro de... Entretien avec. Entretien avec. À bientôt.